Merci Christelle, c'était remarquable. On a l'impression d'entendre qu'on entend tous les jours dans nos cabinets. Merci d'avoir rappelé que la dyslexie, ça ne s'arrête pas ni à la fin du primaire, ni à la fin du collège, ni à la fin du lycée, et que ça continue. Et on a entendu tout à l'heure Pierre Fauneret qui disait qu'il adaptait maintenant, depuis combien de temps Pierre, en fac, ça fait que quelques années, et qu'il s'est reconnu. Je ne sais pas, je ne parlerai pas enfin, le terme de reconnaissance est encore autre chose, mais en tout cas la capacité de nos doyens à accepter donc, la mise en place des aménagements, ça doit faire à peu près 2 ou 3 ans. Donc les choses évoluent, mais effectivement, on reste avec ce problème-là, il faut en tenir compte jusqu'au bout. Christelle, vous évoquiez aussi quelque chose qui est très important, et Pierre et moi, on défend ce qu'on appelle la psychologie positive, c'est-à-dire qu'on cherche chez nos petits patients à transformer les obstacles en tremplin. Et ça marche, je vous en êtes la preuve vivante, vous en êtes la preuve vivante, Sarah, et un certain nombre d'entre vous. Certains ont écrit le don de dyslexie sans forcément aller jusque-là. On sait que quand la nature est bien faite et quand il y a une région du cortex cérébral qui marche moins bien que les autres, il y en a d'autres qui marchent mieux. Sans aller dans les excès nord-américains, mais pourquoi pas, où les dyslexiques sont tellement reconnus qu'ils sont recherchés. Ils sont recherchés pour leur sens de l'effort, pour leur capacité à être prévisible, à être cohérent. Hein. Vous savez, la fameuse, je l'ai déjà dit, mais la fameuse annonce qu'on voyait sur Internet, urgent, recherche architecte dyslexique, parce qu'on sait que celui-là, il rendra les plans à temps, et que celui-là, on peut lui faire confiance. Donc je crois qu'on doit continuer à travailler dans ce sens-là et à se dire que toutes ces différences au départ, eh bien, si elles sont comprises, si les dominos ne sont pas effondrés tellement vite les uns après les autres qu'on est au bout du bout, mais si elles sont comprises relativement tôt, ça peut être une chance pour les enfants, et c'est cette chance qu'on doit cultiver. Alors je serais très intéressé de savoir ce qu'en pense notre sociologue. On a à peine débordé, on a juste les 15 minutes de retard du début, donc on est dans les temps. Donc Philippe Lyotard, qui est maître de conférence à Lyon 1, vous avez donc une trentaine de minutes pour sortir la substantifique moelle de tout ce qu'on a dit. Merci. Ça va être difficile parce que... Alors d'abord, c'est très difficile pour moi de passer après des éminences reconnues en matière de connaissances de dyspraxie, en matière de production de connaissances sur la dyspraxie. C'est difficile également d'intervenir après des personnes qui connaissent du point de vue pratique, du point de vue médical la question, et puis aussi de passer après un représentant du recteur, sachant que ce que je vais dire n'ira pas forcément dans le sens, ou en tout cas cherchera à poser des questions. Et ces questions, je voudrais les poser, enfin, je ne peux pas ne pas les poser à partir des témoignages. Pour moi, c'est là que se situe l'enjeu. Alors peut-être pas l'enjeu de cette réunion, mais l'enjeu de tout ce qu'on peut faire avec les enfants dyspraxiques, dyslexiques, dysphasiques, parce qu'on voit qu'il existe des dispositifs. L'Éducation nationale en a présenté, la loi 2005 est ici aussi pour rappeler en permanence de quelle manière il est nécessaire de prendre en compte les personnes différentes, quelles que soient leurs différences. Or, ce que je vois là, c'est dans ces comptes rendus, dans ces expériences, dans le film également, on voit la difficulté qu'il y a à vivre de façon ordinaire, dans un milieu ordinaire, qui est pourtant, et qu'il revendique, vous l'avez dit, qui est pourtant là pour accueillir, pour scolariser et pour intégrer professionnellement des enfants qui rencontrent, ou des jeunes personnes qui rencontrent des problèmes. Alors, ce qui me marque en écoutant Christelle ou Sarah, c'est quelque chose qui traduit une expérience qui peut être destructrice. J'ai noté des choses qui m'ont profondément ému, et voire même qui m'ont ému du côté de la colère. Quand j'entends Sarah qui parle de la croix rouge qu'on met à côté d'un mot qu'elle n'arrive pas à orthographier, ou Christelle qui dit qu'elle va devenir clocharde parce qu'elle a entendu ça de la bouche d'une enseignante, ça m'émeut parce que je ne peux pas, en tant que sociologue, et c'est peut-être lié au travail qui consiste à se mettre en empathie avec les publics avec lesquels on travaille, je ne peux pas ne pas être ému parce que je ne peux pas ne pas me mettre à la place de cet enfant qui se retrouve en souffrance face à quelque chose qu'il ne peut pas éviter. Et je ne peux pas ne pas être en colère face à des adultes qui sont censés justement comprendre ce qui se passe pour pouvoir adapter leur pédagogie et qui produisent des discours, des remarques qui sont faites pour le bien des enfants, mais en étant faites pour le bien des enfants, les détruisent. Donc voilà où se situe ma colère. Ce n'est pas en tant que sociologue que j'interviens, c'est en tant que personne.
Pourquoi maintenant je peux, alors pas tirer la substantifique moelle, mais en tout cas poser les éléments de l'analyse. En tout cas, comment je peux le faire? Pour moi, l'analyse, elle se situe ici. Elle se situe sur ces points d'ancrage qui font qu'il y a un décalage très fort entre ce que vivent les enfants, entre ce qui est fait autour d'eux parfois pour leur bien, et avec légitimité, avec des adaptations, avec des choses qui sont faites justement parce qu'on connaît d'où viennent les problèmes, etc. Et puis quelque chose qui fait que malgré ces adaptations, il y a de la souffrance. Et je reviens sur la spirale tout à l'heure. Cette spirale, elle est centrale. Cet environnement. Et peut-être qu'il faut aussi le déplacer, parce qu'il n'y a pas que l'école. La spirale, on la retrouve aussi dans la famille. Un enfant qui n'arrive pas à faire ses lacets, avant qu'on comprenne qu'il ne peut pas les faire. Un enfant qui renverse toujours son bol. Un enfant maladroit. C'est l'enfant qui, dans la famille, aura de fait un statut qui va être difficile à vivre par rapport à la fratrie, par rapport aux parents. Si en plus cet enfant, les enseignants disent « mais oui, il ne travaille pas, il ne fait pas attention, il ne s'applique pas, il fait des tâches », ça ne fait que renforcer l'image négative qui est en train de se construire du point de vue des parents. Donc il y a aussi ça à prendre en compte, c'est-à-dire à quelles conditions on peut aussi aider les personnes les plus proches à porter un regard positif, alors que tout ce qui se construit autour, tous les éléments qui permettent de valoriser cette personne, ce jeune enfant, sont des indicateurs négatifs finalement. Et l'école, et là, je ne dis pas du tout ça pour m'opposer à l'école, là je pense que je voudrais que les choses soient assez précises par rapport à l'institution. Au niveau de l'école, ce qui me semble important, c'est justement de voir comment se construisent ces éléments négatifs et à quelles conditions on peut produire du positif. Vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Petit, de l'évaluation. Je pense que là, il y a un chantier terrible que Christelle a tout à fait illustré en disant « heureusement que c'est à l'oral ». Comment se fait l'évaluation aujourd'hui à l'école? Dans quel cadre l'évaluation se fait-elle à l'oral? Pourquoi produit-on des tiers-temps aux examens? Parce qu'on reste sur une évaluation à l'écrit. Et Christelle l'a tout à fait montré, quand on ne peut pas tenir 1h20 de plus, c'est impossible. Donc voilà aussi les éléments qui consistent à partir d'expériences qui sont des expériences non seulement de souffrance mais d'échecs, de façon à pouvoir justement poser un certain nombre d'éléments visant à imaginer d'autres dispositifs, ce qui est loin d'être évident. Parce que autant mettre un tiers-temps, ça suppose que l'enseignant ou la surveillante qui va être délégué à cette tâche va passer un peu plus de temps à surveiller une élève ou un élève, autant penser un dispositif qui, par exemple, passe par l'oral, suppose de revoir tout le dispositif. Trouver un moment spécifique, trouver les conditions de justice et d'équité entre tous les élèves qui permettent cette évaluation. Et également, permettre à tous les acteurs de l'institution, l'administration, les enseignants et les autres élèves, permettre d'accepter que ça n'est pas parce qu'il y a une adaptation qu'il y a faveur, qu'il y a injustice, et que ce n'est pas parce que Christelle, par exemple, ou Sarah seraient évaluées d'une manière qui n'est pas celle des autres que ce serait injuste pour les autres. Ça, ce n'est pas toujours évident. De la même façon, le chantier de l'évaluation me paraît être central, en France en tout cas, parce que notre système éducatif est un modèle qui n'est pas partagé par tous. Par exemple, la question de la notation systématique des élèves depuis quasiment qu'ils sont en cours préparatoire, même si on va sur les compétences, et ça c'est une évolution récente, 2006, l'évaluation en termes de notation telle que nous la connaissons en France et qui a un système tellement fort qu'on n'imagine pas que c'est possible autrement, n'existe pas partout. Et dans les pays où ça n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ingénieur, qu'il n'y a pas de médecin, qu'il n'y a pas de neuropédiatre, qu'il y en a aussi, mais qu'ils développent des compétences, que les évaluations se font autrement, et que peut-être justement ça permet d'envisager une pluralité de modalités pour évaluer les compétences. Donc voilà, je dirais, c'est d'abord une réaction, je dirais, qui ne correspond pas du tout à ce que j'avais prévu, mais qui a été complètement infléchie par les témoignages. Parce que ces témoignages, ils mettent du vivant là où justement il en faut, et là où, si on veut vraiment travailler, il importe de le maintenir, ce vivant. Alors, un autre point que je voudrais développer quand même, au-delà de cet aspect qui consiste à interroger ce qui se passe concrètement, quand on est en interaction avec les acteurs qui sont de bonne volonté, je pense, dans la plupart des cas. Y compris un enseignant qui fait une croix rouge, il est de bonne volonté. Mais il fait une croix rouge parce qu'il ne sait pas faire autrement, il ne sait pas comment faire autrement, et il est dépassé par sa propre incompétence dont il n'a pas conscience. Ça, c'est une réalité.
Par ailleurs, et quand je dis incompétence, ce n'est pas un jugement sur la personne, c'est que découvrir comment faire avec un enfant dyspraxique alors qu'on ne sait pas ce que c'est que la dyspraxie ou la dyslexie, ou qu'on ne sait pas que cet enfant l'est, vous comprenez bien que c'est difficile puisque l'enseignant doit gérer tous les élèves sur un même contrôle avec les mêmes outils. Bon. Bon, néanmoins, ce qui me semblait intéressant quand même dans les témoignages, c'est la question d'aller vers le positif. Tout à l'heure, j'ai retenu un point également qui a été souligné par, je ne sais plus par qui, sur la question de l'orientation par défaut. Ce n'est pas propre aux enfants 10, ce n'est pas propre aux enfants handicapés. Dans l'éducation nationale, on sait que la plupart des orientations se font par défaut. Les élèves pour qui tout va bien, eux, ce n'est pas par défaut, ils suivent le mouvement. Seconde générale, qu'est-ce qu'on fait? S. Si on ne sait pas quoi faire, on fait S, par défaut, mais c'est un défaut positif. Et si on commence à savoir ce qu'on veut, et qu'on est un bon élève, et qu'on dit « j'aimerais bien faire L », les parents, les enseignants commencent à dire « mais quand même, tu ne vas pas aller en L, tu vas te fermer toutes les portes, etc. » Donc c'est aussi un système de représentation. Ça ne veut pas dire que ça marche mal, ça veut dire qu'on est pris dans un système de valeurs qui projette à l'avance quelque chose qui va orienter la vie des élèves. Des élèves qui ne sont pas que des élèves, entre parenthèses, qui sont des enfants, qui sont des adolescents et qui ont donc aussi des désirs. Et ce que montre Sarah et Christelle, c'est que, qu'est-ce qu'elles nous montrent là? C'est que c'est leur désir qui leur a permis d'aller vers quelque chose de positif. C'est le désir de faire quelque chose, d'aller dans le domaine qui nous intéressait, parfois même contre l'institution, contre les parents, pourquoi pas. Quand on est adolescent, on n'a pas forcément envie d'aller dans le sens défini par les parents. Et ce quelque chose, il me paraît d'autant plus important de repérer, de cibler, que ces enfants sont totalement submergés par la prise en charge, par l'accompagnement, par la rééducation et par le fait que justement on leur rappelle sans arrêt qu'ils ne sont pas comme les autres. Christelle, l'emploi du temps, tout ce qui était dit sur l'orthophoniste, l'orthoptiste, l'ergo, le kiné, vous imaginez l'emploi du temps? Si en plus il faut faire du sport, si en plus il faut avoir un tout petit peu de culture, aller au théâtre avec ses parents, vous imaginez l'emploi du temps? Pour moi, qui suis, alors je n'ai pas dit qui j'étais, je suis sociologue, mais je suis sociologue à la faculté des sports. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Ben, tant mieux. Ça me permet d'être décalé, justement. Mais, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Pour l'emploi du temps, j'ai l'impression, quand j'entends l'emploi du temps des enfants 10, parce que je ne connais pas forcément tous les types de handicap, mais je connais un peu plus les enfants 10, pour moi, ils sont dans les mêmes situations que les enfants qui sont dans les sections d'accès au haut niveau sportif. Ils ont deux emplois du temps. Un emploi du temps scolaire et un emploi du temps sportif. Dans la même journée, ils en font deux. Et les enfants qui sont tous les soirs en rééducation, tous les soirs, ou quasiment tous les soirs, ou le mercredi après-midi, ou dans les temps de loisirs, dans les temps où justement les autres vont pouvoir faire autre chose, eh ben eux, on les ramène à leur handicap. On leur ramène, et donc le risque, c'est qu'on les ramène à ce qu'ils sont, alors qu'ils ne sont pas que leur handicap. Ou qu'on laisse penser, ou qu'on puisse leur permettre de construire cette image qu'ils ne sont que des enfants handicapés. Donc ça, là aussi, il y a des choses à penser. Alors, il y a des choses nécessaires, certes, mais peut-être que ça suppose aussi d'accepter, et là vous avez bien fait, Monsieur Petit, de le souligner, qu'on peut scander la scolarisation sur plusieurs années. C'est peut-être pas idiot de se dire que plutôt que d'à tout prix vouloir faire le même emploi du temps, la même journée de classe, etc., on puisse dire, ben non, c'est des gamins, autant on dit que il y a des expérimentations en ce moment sur le sport l'après-midi, peut-être qu'on pourrait dire, ben, certains enfants, l'après-midi, ça suffit. Ils ont déjà fait 4 heures, 5 heures, 6 heures, laissez-les sortir, qu'ils fassent autre chose. Parce qu'on sait que de toute façon, ça ne servira à rien. Il y a la saturation, vous l'avez dit, professeur Revol, avant d'arriver à l'école, il y a déjà une charge attentionnelle qui est telle que le gamin, il est beaucoup plus fatigué intellectuellement que tous les autres qui arrivent et qui ont peut-être été levés plus tôt, etc., mais qui n'ont pas eu les mêmes préoccupations et les mêmes charges émotionnelles et cognitives. Donc, je ne sais pas, j'étais là pour conclure, enfin, ce n'est pas plutôt une conclusion, je dirais, si on doit conclure en termes de chantier. C'est-à-dire, quels sont les chantiers? Les chantiers, je dis collectifs, c'est-à-dire avec l'éducation nationale, avec les spécialistes, médicaux, neurologues, pédiatres, etc., avec les institutions et les associations de parents d'élèves. Les associations, parce que les parents d'élèves ont aussi un rôle à jouer.
même s'ils ne défendent pas les rôles, les enfants en difficulté. Les parents d'élèves sont des interlocuteurs. Est-ce que les associations, par exemple, 1, 2, 3, 10, DMF, AAD, etc., travaillent avec les associations de parents d'élèves pour relayer, ce serait peut-être, je ne sais pas, si ce n'est pas fait, il faudrait peut-être le faire, parce qu'il y a quelque chose qui consiste aussi à partager un questionnement qui dépasse simplement les enfants dyspraxiques, les enfants dyslexiques, les enfants dysphasiques, pour interroger tout le fonctionnement de l'école. Et j'ai l'impression que ce chantier-là, il permettrait de rendre l'école peut-être pas plus agréable, même si on peut le souhaiter, mais en tout cas plus attentive aux différences qui se produisent en son sein, alors que le fonctionnement ordinaire est fait pour les élèves ordinaires, ça c'est une évidence, et que les élèves qui sont un petit peu différents, justement, ils vont se retrouver dans une situation de handicap produite par l'école si elle n'est pas attentive à modifier cet ordinaire de la pratique pédagogique, cet ordinaire de l'encadrement, cet ordinaire de l'emploi du temps. Là, il y a un enjeu, il me semble. C'est-à-dire que l'ordinaire, c'est ordinaire pour les gens ordinaires, mais les gens extraordinaires, les gens différents, bah oui. Flavie, qu'on voit dans le film, essayer d'attraper un ballon, Christelle nous a dit qu'elle faisait pareil. Bon. Là aussi, vous voyez, en termes d'accueil, j'interroge pas seulement l'institution scolaire, j'interroge par exemple aussi l'institution sportive. Nous avons organisé l'an dernier la première journée 10 sports pour les 10 à Andrézieux, à côté de Saint-Étienne. 10 sports pour les 10, avec des enfants 10, différents types de 10. Et l'idée, c'était de leur faire explorer les activités physiques dont on sait qu'ils sont relativement privés, dans la mesure, ou alors dans lesquelles ils sont en difficulté, parce qu'en éducation physique, ils sont notés, ils sont évalués, donc ça pose un problème. Quand on joue avec les autres, qui c'est qu'on prend le dernier, en général? On ne prend pas le premier, celui qui ne sait pas attraper le ballon, si on joue au ballon. Donc vous voyez qu'en termes de représentation, c'est toujours celui qui va rester sur le côté. Alors, certaines possibilités motrices permettent de s'engager dans certains sports, mais globalement, l'image de soi, la confiance, etc., elle est aussi liée à la maladresse qui est renvoyée par tous les autres qui nous regardent et qui rigolent quand on fait tomber le ballon. Alors cette journée, pour moi, c'était à la fois la possibilité de proposer à des enfants une expérience motrice qui n'allait pas être organisée par le jugement dans un cadre institutionnel, qu'il soit scolaire ou sportif. Et ce que j'ai trouvé remarquable, c'est de voir le sourire des gamins du début à la fin de la journée. Bon, ça, on pourrait dire qu'ils s'amusent, c'est normal. Mais dans le second temps, c'était de voir le regard des parents, parce qu'on les avait virés, parce que ces enfants aussi qui sont souvent très accompagnés. Hein. Donc l'idée, c'était que ces enfants jouent et qu'ils n'aient pas le parent, le grand frère qui soit là pour les aider. Alors on avait un encadrement pédagogique adapté, certes, mais c'était de voir la surprise des parents de voir leurs gamins, parfois de 17 ans, puis des fois des tout petits de 6 ans, complètement épanouis. Alors qu'ils avaient l'habitude de les ramener de l'école ou du club plutôt, fatigués, etc., etc. Pourquoi je dis ça? C'est que l'institution sportive, elle est aussi en difficulté comme l'institution scolaire, par son fonctionnement ordinaire. Le gamin qui vient s'inscrire, certes, il peut être accueilli par un club qui ne va pas poser de questions parce qu'il va débuter, etc. Mais progressivement, le fonctionnement même de l'institution fait qu'il ne sera pas retenu dans l'équipe pour jouer. Ou alors on le fera jouer un petit peu, pas tout le match parce qu'il pose un problème. Et ce qui suppose aussi de penser des conditions d'accueil en termes de finalité de pratique. On n'est pas là pour être champion, on est là pour s'amuser, on est là pour se faire plaisir. Et de la même façon, on peut tout à fait peut-être imaginer, dans le cadre scolaire, puisque c'est quand même le cadre qui est le plus révélateur des problématiques de développement, avec le risque que le handicap ou l'échec scolaire se transforme en échec social, peut-être qu'on peut imaginer aussi, dans des espaces qui ne seraient plus consacrés uniquement à l'enseignement, des espaces dans lesquels on pourrait aller vers des perspectives de développement liées à des projets individuels, à des projets personnels, ou même à des explorations de... je sais pas, moi, Sarah, je te tutoie, je devrais peut-être pas, mais par exemple, quelqu'un qui est passionné d'animaux, pourquoi pas le laisser travailler pendant un certain temps sur cette question-là, dans un espace de 2 heures par semaine qui lui permet d'aller au bout de sa passion et de peut-être trouver un boulot derrière, trouver une profession, trouver un intérêt suffisamment fort pour que les difficultés soient dépassées, soient pas dépassées pour faire plaisir à papa, pour faire plaisir au prof de maths, mais soient dépassées par le désir qu'on a de la dépasser. Voilà ce
que je pouvais dire comme ça de ce que j'avais entendu tout à l'heure.